se sont réalisées parce que les gens se sont comportés, justement, ils ont mis un pied devant l'autre jusqu'à ce que cette prédiction se réalise. Donc ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce que vous êtes dans une aliénation totale, complète. Alors c'est ça qu'il faut dénoncer, c'est ça qu'il faut absolument dénoncer. Parce que, par ailleurs, quelle différence il y a entre cette croyance qu'il y a un effet et la croyance qu'un chrétien aura dans la transformation du sang en voilà, transsubstantiation. Est-ce que vous tournez en dérision? Est-ce qu'on respecte cette croyance ou est-ce qu'on ne la respecte pas? Hein, vous voyez où on peut aller. Alors, pourquoi d'un côté on fait une conférence pour expliquer que l'astrologue c'est n'importe quoi, mais on ne fait pas une conférence pour expliquer que moi, astronome, j'estime que finalement, bon, Jésus-Christ, voilà, ça n'a aucun sens. Il y a quand même une différence entre les deux. Et la différence vient, l'imposture vient du fait que dans le cas d'astrologie, on s'appuie sur une connaissance pseudo-rationnelle, on passe de l'objet au sujet. On utilise les astres, on fait croire qu'on a une méthode scientifique et technique sophistiquée pour dire des choses qui sont effectivement, qui reposent sur des fondements établis. Voilà, c'est ça la grande différence. Question ici. Oui, alors on va remonter un peu dans le temps cette fois, et je voudrais un peu savoir ce que l'homme a façonné, a dessiné ces signes. Au niveau de la navigation, est-ce que ça n'a pas servi pour des outils de navigation, d'orientation au début? Ah, bien sûr. Seulement. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ça, vous ne saurez pas. Personne ne peut savoir comment les hommes ont constitué, se sont repérés dans le ciel il y a 6000 ans, parce que c'est très vieux, hein, les constellations, on les retrouve il y a déjà 4000 ou 6000 ans chez les Babyloniens. Donc, c'est la première œuvre. Qu'est-ce qui a commencé? Mais je pense que de tout temps, les hommes dans toutes les cultures ont repéré, ont été intrigués. Il y a d'ailleurs des constellations qu'on retrouve dans des cultures très différentes, ils ne se sont jamais rencontrés. La grande ours, on la retrouve partout. Les 7 sages, les 7 bœufs, la grande louche, etc. Bon, l'étoile polaire, évidemment, le Sirius dans d'autres cultures. Donc c'est vrai qu'il y a des constantes, il y a des repérages comme ça. Et c'est vrai que ça servait aux navigateurs, ça servait aux... Oui, bien sûr. Mais ça c'est le côté stable, repérable, utilitaire. Mais ce qui a intrigué, quand même, ça c'est l'ordre rassurant. Ce qui n'est pas rassurant, c'est tout ce qui vient déranger cet ordonnancement. Et les planètes en font partie. Parce que les planètes sont des astres, c'est pour ça qu'on les a appelés astres errants, ce sont des astres qui se déplacent. Mettez-vous à la place des anciens. Mettez-vous à la place de ces gens qui ne savaient pas à quelle distance ces astres se trouvaient, quelle était leur dimension, quelle était leur nature, est-ce que c'était chaud, froid, loin, pas loin. C'est des choses qui se déplacent comme ça lentement. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Je crois que c'est inévitable d'imaginer qu'il y a une... Voilà. Le ciel dit peu de choses. C'est tellement collé de voir ça. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Tous les soirs, comme ça, dans quelque chose Jupiter qui bouge un peu, nuit après nuit. En plus, les anciens avaient une connaissance parfaite du ciel. Ils voyaient bien ces transformations. Ils consignaient tout cela. Donc, moi, je crois que c'est inévitable de vouloir, quand même, s'accrocher. Et comme on est au centre, hein, on donne l'impression d'être au centre, donc ça nous concerne. Donc, c'est à nous que ça s'adresse. Donc, c'est pour ça que l'homme, dans cette espèce de miroir, c'est lui qui l'a toujours regardé, finalement, dans le ciel. Et donc, la lecture qu'il a faite du ciel, c'est une lecture de son propre destin. Il y a projeté ses fantasmes, ses rêves. C'est inévitable, ça. Mais il faut attendre la Renaissance pour qu'on s'intéresse non plus à notre propre fantasme, mais à ces objets-là pour ce qu'ils sont. Leur distance, leur masse, leur formation, c'est autre chose. On passe à un autre monde. Ici, une autre question, allez-y. Oui, monsieur Kuhn, je suis ni astronome ni astrologue. J'ai encore en tête une émission de télévision où les astrologues, 13 sur 2, mettaient en relation des conjonctions astrales qui, de manière infaillible, généraient des événements. Mais enfin, c'était des événements qui s'étaient réalisés. Alors, ils étaient donc 13 sur 2, ils mettaient en évidence le fait que la puissance déterminante de ces conjonctions. Imparable et infaillible. Et alors, il y a un événement, en parallèle à ça, en contrepoint, il y a un événement sur lequel
j'ai réfléchi un peu, c'est l'événement du 11 septembre, qui est un événement que je qualifierais d'une très grande puissance, et surtout un événement très ponctuel dans l'espace et très ponctuel dans le temps. Or, cet événement, théoriquement en astrologie, demandait la mise en fonction de puissances énormes. En réalité, ni 6 ans avant, ni 6 mois avant, ni 6 semaines avant, ni 6 minutes avant, ni 6 secondes avant, que je sache, aucun astrologue n'a prévu le coup. Non, c'est vrai. En dépit de leur grande théorie émise quand il s'agit d'événements a posteriori. C'est vrai. Tout le monde est resté dans le mutisme total. Et lorsqu'ils se hasardent à le faire, parfois, souvent ils se trompent. Je crois que c'est bien Paco Rabanne, c'est ça? Oui, avec la station C'est Mir. Paco Rabanne avec la station Mir en 1999, voilà. Mais il faut être juste, il avait promis que si ça ne se réalisait pas, il fermerait sa gueule. Et il l'a vraiment fait. Voilà, il l'a fait. Mais moi, j'ai le souvenir d'un débat que j'ai eu avec Madame Tessier, juste le jour de la mort de François Mitterrand. C'était à Ciel-Montmarty, et le plateau était divisé en deux. D'un côté, les astrologues, et de l'autre côté, les scientifiques. Il y avait José Arthur, qui n'était pas scientifique, mais était quelqu'un de très laïque et anti ces machins-là. Il y avait François Birot, que vous connaissez, astronome à l'observatoire de Meudon. J'étais là, et puis il y avait deux autres personnes, je ne sais plus qui c'était. Mais enfin, on était les opposés, voilà. Et il y avait Madame Tessier. Et alors, c'était de Chavannes, c'était celui qui animait. Et il avait préparé un petit sujet sur les prédictions de Madame Tessier. Donc, la mort de Mitterrand, c'est 96 janvier 96. Ça devait être le 8. Hein? Ouais, c'était un 8 janvier, c'était un mardi. C'était Ciel-Montmarty, c'était un 8 janvier. Et alors, donc, il avait préparé un petit sujet sur les prédictions de Madame Tessier en 1995. Voilà. Évidemment, il expliquait, alors ce sujet expliquait, vous voyez, vous aviez prévu ça, oh, c'est pas facile, ça non plus. Enfin, c'était terrible, c'était accablant, finalement, elle n'avait rien prévu, tout ce qu'elle fait, dit, ça ne s'est pas passé. Et en particulier, la trithérapie. Non, pas la trithérapie, le vaccin anti-sida. Une des choses qu'elle prédisait, c'était que 95 verrait le vaccin contre le sida. Et là, elle se défend. Elle se défendait surtout, oui, mais non. Alors, nous, mais quand même, madame, vous avez parlé du vaccin sida. En plus, de Chavannes, bon. Et alors, elle dit, ah oui, non, mais il n'y a pas oui, mais il y a la trithérapie. Vous voyez, toujours comme ça. Et je me souviens, là, j'avais vraiment vigoureusement protesté en disant, madame, vous ne pouvez pas confondre une trithérapie, un vaccin. Vous avez quand même des centaines de gens qui vous regardent, dont beaucoup sont peut-être séropositifs. Vous ne pouvez pas. Il faut respecter les gens qui vous regardent. Je me souviens qu'à l'époque, elle était très très mal à l'aise, parce que tout le monde avait repris, et elle en a toujours voulu. Et d'ailleurs, je vois cette intervention de ne plus pouvoir rencontrer Mme Tessier à chaque fois qu'elle sait que je suis invité aussi. Elle refuse d'y aller. On est tout à fait d'accord tous les deux pour ne jamais se rencontrer. Et moi, ça me va très bien. Enfin, voilà. Donc c'est ça. C'est effectivement, vous avez beaucoup de mal, d'ailleurs, à faire admettre à un astrologue que sa prédiction était, sauf dans le cas que vous citez, dans le cas de Paco Rabanne. Question ici. Oui, merci pour ces propos intéressants. Deux petits aspects là. Vous faites quand même à l'origine de la Nuit des Étoiles. Pourquoi, enfin, comment ces émissions, puis ces nuits ont permis quand même de faire passer un petit message, je crois. Et deuxième volet de ma question, l'Académie a donné quand même un doctorat à Elisabeth T et un doctorat à deux frères B. Donc, pourquoi l'Académie n'arrive pas à vraiment maîtriser les aspects, disons, les utilisations médiatiques de la science en général? Alors que vos Nuits des Étoiles auraient dû le permettre. Non, mais moi, j'ai jamais pensé que la Nuit des Étoiles permettrait d'éradiquer la croyance de la pensée astrologique. Je pense que ça continuera tant que
l'homme aura une angoisse sur son destin, son futur. Et d'ailleurs, l'astronomie ne répond pas du tout à ces questions-là. C'est en ça qu'il faut se séparer. On n'a pas la prétention de vous expliquer ce qui va vous arriver demain. On est tous face à la mort, on est tous face aux mêmes questions vis-à-vis de l'au-delà. Dieu n'existe pas, la science n'a aucune réponse à donner. Franchement, elle ne sait pas répondre. On ne sait même pas pourquoi il y a un univers de que rien. La fameuse question de Leibniz. On ne sait pas. Donc voilà. Or, ces questions sont là. Elles sont toujours là. Elles sont ontologiques. Elles sont liées à l'existence même. Donc voilà. Donc je crois quand même que c'est intéressant de faire connaître la science et la beauté de la nature pour ce qu'elle est. Maintenant que certains veulent y voir un architecte, d'autres pas. Après, jusqu'à maintenant, en tout cas, on ne peut pas en dire plus. Maintenant, en ce qui concerne, et c'est très bien, c'est très hygiénique de faire la différence entre les deux. Voilà. Il y a chez les scientifiques des gens qui sont profondément croyants, qui pratiquent, qui vont à la messe, j'en connais, d'autres qui sont musulmans, qui ne le disent pas, non pas parce qu'ils en ont honte, mais parce qu'ils font la distinction, la séparation très très précise entre les deux pratiques. Voilà. Et je pense que, voilà, pour moi, la nuit des étoiles, et pour tous ceux qui ont participé à cette aventure qui continue, c'est donner une liberté supplémentaire. Je pense que à chaque fois qu'on essaie de comprendre le monde, on s'empoisonne un peu la vie, parce que les choses, c'est le péché de la connaissance, hein, c'est Adam et Ève, c'est la pomme. C'est compliqué de vouloir savoir. Ça génère aussi des angoisses, mais ça donne, je trouve, in fine, une certaine liberté. Voilà. On ne résout pas les questions, on essaye de courir derrière un horizon qui se déroule toujours, mais quel paysage on voit au passage. Voilà. Comme ça, je définirais l'aventure scientifique. Alors pourquoi, effectivement, à l'université, vous avez... Voilà. Attention, on est quand même en vidéo, on ne peut pas dire n'importe quoi, ça sera sur le net. Oui, voilà. oui. Non, ben, je pense à notre ami qui a perdu son procès. Voilà. Oui, non, mais si vous voulez que je dise que les Bogdanov disent un peu n'importe quoi scientifiquement, je pense que c'est vrai. Je pense qu'ils n'ont pas la stature qu'il faut pour effectivement défendre des points de vue scientifiques correctement. Voilà. Et je pense que là, il y a eu effectivement de la part des scientifiques qui ont accepté cette thèse un manquement, une faille de... voilà. Je ne dirais pas que c'est déontologique, parce que je ne pense pas qu'ils ont été malhonnêtes, je pense qu'ils n'ont pas été précautionneux, ce qui est quand même différent. Et voilà, donc j'apporte ma contribution à ce débat, c'est pas du tout une insulte. C'est effectivement le propre des scientifiques de dire là vous avez tort. Et tant qu'on pourra faire ça, je pense que la science pourra continuer à évoluer, à se développer. Moi j'ai une question. Je suis un peu surpris qu'on n'ait pas plus d'arguments scientifiques contre l'astrologie, surtout si j'ai bien compris en résumé, l'astrologie c'est l'influence des astres sur les êtres humains, disons. Donc il suffit de calculer l'influence gravitationnelle de Jupiter sur une femme qui est en train d'accoucher. Et on s'aperçoit que le médecin accoucheur est, je sais pas, 10 000 fois plus d'influence que Jupiter. Il en a froid rouge, ça ne compte pas, ça? Je veux dire, c'est trop simple. Mais là, vous êtes dans un registre rationnel, mais c'est pas ça qui mobilise les gens. L'influence des rayons gamma. Non, ça compte pas. Ça. Si, mais entre nous, on sera d'accord avec ça. Mais ça rien. C'est mathématique, on fait des chiffres. Oui, mais les mathématiques n'épuisent pas tout. Bon, monsieur, il y a une question là. Vous voyez bien que lorsque les astres se lèvent, lorsqu'un astre se lève à l'horizon, c'est quelque chose que vous pouvez combiner, enfin, ça appelle à votre propre naissance. Nous aussi, on est nés. Et puis il y a un moment dans notre vie où on culminera, ce sera peut-être 30 ans, 20 ans, 50 ans, puis il y a un moment où on disparaîtra. Et puis quand on sera en dessous, on sera mort. Donc il y a une analogie qu'on peut faire de cette espèce de circulation-là. Et cette l'analogie, le symbolisme, c'est très important dans la vie des gens. C'est une importance. Tout ne se réduit pas à la science et à ce type de rationalité, c'est comme ça. En fait, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, la grosse différence, c'est de combattre ce qui est subjectif par rapport à l'objectif de l'astronomie. Et le subjectif, ça va être très très difficile à combattre. Je crois qu'on ne pourra jamais le combattre.
Et dans les études, Parce que l'étape, d'ailleurs, de combattre. voilà. Et dans les études qui ont été Nous sommes faites, faits d'émotion et de rationnel. Voilà. Les deux fonctionnent ensemble. Hein. et pour aller un peu plus loin, dans les études qui ont été faites entre ceux qui croyaient en l'astrologie et puis le niveau de connaissance ou le milieu social, est-ce qu'il y a une étude de fait entre ceux qui croyaient en l'astrologie et les croyants, quelle que soit la religion? Ah, et les croyants. Les croyants. Croyances. Ma connaissance, je ne connais pas là d'études. Il n'y a rien de fait de notre côté là. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses qui n'ont pas été étudiées, parce qu'il n'y a peut-être pas d'enjeu, je ne sais rien. Mais le degré de croyance des scientifiques purs et durs, par exemple, des chercheurs en sciences, en astronomie, en biologie, etc., le degré de croyance dans une religion, on sait peu de choses là-dessus. Il n'y a pas eu d'enquête très très formelle, il y a eu des discussions, des débats, voilà, mais des choses plus précises, je ne connais pas. Bon, j'ai montré là un très beau graphique entre les signes et le mariage. Oui, voilà. Est-ce qu'il y en a eu un de fait entre les signes et les divorces? Non, mais vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses qui avaient été faites à une époque. Ça avait été fait par un chercheur du CNRS qui s'appelait Gauquelin, qui s'appelait l'effet Mars. Il avait essayé de voir dans des catégories socio-professionnelles s'il y avait un astre dominant, un signe dominant. Et il avait cru voir dans un échantillon qui était quand même assez pauvre, que statistiquement, les grands champions avaient Mars bien placé dans leur thème. Donc c'était l'effet Mars. L'effet Mars qui favorise. Donc voilà, vous naissez ici Mars, alors, enfin, ça veut dire bien placé dans ce thème, Mars bien placé, on culmine, hein, vous avez toutes les chances de devenir un Noah, voilà. La bête au chocolat, non? Ouais, c'est ça. Vous voyez, bon. Alors ça a été pendant longtemps, les astrologues se sont servis de ça. Regardez l'effet Gauquelin, c'est un scientifique. Regardez, vous voyez, ils ont montré. Madame Susan Brecht, qui était une pro-astrologie, qui a été le précédent que c'est, ne vous trompez pas, hein. Pas celui-là, celui d'avant. Elle expliquait ça, elle expliquait que ça a été refait, et que les études montraient, prouvaient l'effet Mars. Pas du tout. Ça a été refait maintenant avec beaucoup de chiffres, beaucoup plus de... Ça disparaît complètement. C'est normal. Si vous arrivez toujours, à un moment donné, quand vous prenez des grands échantillons, avec des ordinateurs puissants, vous croisez tout, ce qui est croisable. Vous pouvez croiser, je sais pas moi, le diamètre des pneus de votre voiture avec le nombre de... Voilà. Vous allez trouver quelque chose, une corrélation. Une corrélation, ça veut dire qu'il y a pas forcément une cause et un effet. Ça peut être statistiquement improbable, puis ça sort quand même, ça ne sortira pas la fois d'après. Donc c'est ce qui s'est passé pour l'effet Mars. Ici, une question. Oui, en fait, à l'échelle d'une vie, on s'aperçoit qu'on est susceptible d'agir de plus en plus sur notre déroulement de vie. On peut jouer sur notre carrière. Bon nombre de médecins vous disent, regardez cette personne, je ne lui aurais pas donné, il n'avait aucune chance qu'il s'en sorte, mais il avait un moral d'acier et s'en est sorti. Regardez les sportifs qui arrivent à faire des exploits parce qu'ils se sont motivés pour faire. Regardez même des gens gamins qui pensent être président de la République et qui arrivent. Bon. Alors ceci dit, les astrologues, c'est une profession comme une autre, il faut gagner sa vie. Pour gagner sa vie, si on donne à quelqu'un le moyen d'atteindre un objectif, finalement, quelque part, on a réussi. Alors, c'est des astrologues qui sont peut-être aperçus qu'on pouvait agir sur notre vie. Que si on avait le moral, un bon moral, on pouvait guérir facilement. Les médecins en parlent. On s'aperçoit maintenant, il y a encore quelques années, on disait, mais votre vie est toute tracée. Regardez la génétique, c'est dans les codes. Oui, et depuis quelque temps, on parle d'épigénétique. On voit qu'il suffit de modifier l'intellectuel, de modifier l'environnement pour que l'orientation soit différente, non seulement sur soi, mais sur les générations. Il y a des cas Oui, je vous suis tout à fait. sur 2 ou 3 générations. Mais rien de Alors, nouveau que vous avez... Oui, allez-y, donc finalement, cette notion de croyance, que ce soit n'importe quoi, que ce soit croire en sa bonne étoile, croire en sa volonté, etc., l'homme peut avancer. Alors, par contre, il y a une différence entre prévoir qu'un homme va s'améliorer ou va atteindre un objectif qu'on lui prédit, et puis prévoir un événement comme le 11 septembre, ou un tremblement de terre, etc. Là, c'est un peu plus... Oui, c'est ça. Mais alors, quand l'astrologue joue comme conseiller du prince, on voit quelle est sa fonction. C'est quelqu'un qui a besoin de rassurer l'inquiétude du solitaire. Pourquoi
pourquoi Mitterrand avait besoin de rencontrer Madame Tessier, en l'occurrence, de temps en temps. Elle était belle, peut-être. Je ne sais pas, mais il n'y a pas que Mitterrand, il y a Yann, bon. Alors là, on peut comprendre. Il y a la solitude de celui qui a à prendre des décisions seul, etc. Bon. Il a simplement besoin d'entendre quelque chose. Je pense que c'est pas évident du tout d'ailleurs qu'il suivait, mais il avait entendu une parole qui était une autre parole que celle de ses courtisans de sa cour, et de voilà. Donc, alors le problème là-dedans, c'est que tous les astrologues ne sont pas bienveillants, et même quand ils sont bienveillants, peut-être qu'on devrait se tromper. Des gens extrêmement malveillants, et puis en plus, vous avez des injonctions, vous avez là ce qu'on appelle les prédictions autoréalisantes. Et c'est là que ça devient grave. Moi, j'ai connu une astrologue qui n'était pas du tout comme ça. Elle essayait, vraiment, le plus honnête possible, mais c'est pas parce que vous êtes honnête, vous n'êtes pas maladroit, vous ne pouvez pas être dangereux, hein, il faut quand même bien voir ça. Mais vous en avez qui sont quand même qui sont pervers, hein, qui ont envie d'avoir du pouvoir sur le patient, parce que le patient revient, il est addict, il ne fait rien sans avoir entendu l'astrologue. Alors vous allez dire, oui, mais c'est aussi le cas dans certaines psychothérapies. Oui, il y a aussi, bien sûr, des cas comme ça. Lui est à l'abri de rien. Mais dans le cas de l'astrologie, effectivement, on voit bien que là, vous avez quand même quelque chose que vous lisez et vous êtes en train de raconter à quelqu'un un certain nombre de préceptes, de prescriptions, et dont vous le mettez sur une voie. Alors, évidemment, si ça se fonde sur une sorte d'intuition, vous avez de la personne, etc. Finalement, les étoiles, on les oublie, là. C'est simplement une grille de lecture, quelque chose qui permet, c'est un objet transactionnel, qui permet à quelqu'un de parler de vous, un peu comme le marc de café. Le marc de café, quand quelqu'un lit dans le marc de café, dans les lignes de la main, il se donne le droit de vous parler de vous parce que vous avez les lignes de la main et il prétend lire dans les lignes de la main. Donc vous vous prêtez à la chose, et donc du coup,